La planification familiale, l'une des composantes de la santé de la reproduction, compte parmi les interventions prioritaires du gouvernement congolais pour booster le développement socio-économique du pays. La RDC a en effet pris des engagements en faveur de la planification familiale. Cependant, force est de constater que l'investissement, les ressources pour booster la planification familiale restent encore faibles au regard des besoins de la population. Mais c'est quoi la planification familiale et c'est quoi l'importance de la planification familiale? Pourquoi doit-on investir dans la planification familiale? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre aujourd'hui dans cette émission. Nous avons donc sur ce plateau le docteur Alice Mbouyi. Vous êtes du programme national de la santé de la reproduction, qui est un programme spécialisé du ministère de la Santé. Le docteur Guy Moussamba. Docteur Guy Moussamba, vous êtes le coordonnateur du comité technique multisectoriel permanent de planification familiale au niveau de Kinshasa. Nous avons le docteur Jean-Claude Moulunda, vous êtes le représentant pays de l'ONG internationale IPAS, qui est un partenaire du gouvernement congolais, notamment en matière de santé. Et enfin, Monsieur Dieudonné Poité, vous êtes le conseiller en financement de la santé au sein de Option, qui est également une ONG internationale partenaire du gouvernement congolais. Alors, nous avons dit que la République démocratique du Congo a pris des engagements en faveur de la planification familiale. Nous allons suivre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, qui a représenté le chef de l'État lors des travaux de la 4e conférence nationale pour le repositionnement de la planification familiale, où il réaffirmait en fait les engagements du gouvernement en faveur de la planification familiale. Conscient que la planification familiale offre une opportunité pour améliorer l'accès aux besoins sociaux de base, tels que l'habitat, la santé, la nutrition, l'éducation, l'environnement, le président de la République note entre autres qu'en investissant dans la planification familiale, le retour sur investissement est énorme. Il s'agit notamment de la diminution substantielle du coût de la gratuité de l'enseignement de base, avec un impact positif sur la qualité de l'enseignement. Mesdames et messieurs, à travers la mise en place de la couverture sanitaire universelle, les présidents s'engagent à rendre disponibles et accessibles les services de planification familiale dans les paquets de soins prioritaires. Le gouvernement prendra des mesures adéquates nécessaires pour la réalisation des 10 engagements pris par la RDC à Addis Abeba en 2013 et qui sont inscrits dans le plan stratégique national de planification familiale à vision multisectorielle pour la période 2014-2020. Eh bien, première question, nous l'adressons à vous, Madame Alice Mbouyi. Vous êtes du programme national de la santé de la reproduction. Quelle est la vision de la RDC par rapport à la planification familiale et quelle est la situation actuelle, si vous voulez, l'état des lieux de la planification familiale aujourd'hui en RDC? Merci beaucoup. C'est une question très intéressante et c'est un sujet qui va vraiment intéresser notre public parce que, comme vous l'avez si bien dit, la planification familiale est un état d'abord d'esprit que tous les Congolais ou tout être humain doit vivre avec. Je préfère commencer par là. Comme on dit, la planification familiale, il y a un ensemble de moyens, de techniques et même d'informations qu'on met à la disposition des individus et des couples pour qu'ils puissent réfléchir du moment qu'ils veulent avoir les enfants, du nombre d'enfants qu'ils veulent avoir et de l'intervalle qu'il faut entre leurs enfants. Donc, à eux de décider. Donc, par rapport à cela, la RDC, la population de la RDC a compris finalement. Nous sommes venus de très loin.
L'AIDES, il y a quelques années, 2009, nous avons encore les indicateurs, la prévalence contraceptive qui était encore à 5,4. La prévalence contraceptive, c'est juste pour dire le nombre d'utilisateurs des méthodes contraceptives. Alors, par rapport à cela, nous avons eu à élaborer un plan stratégique multisectoriel de planification familiale pour 2014-2020, donc 2020, qui touche déjà même à sa fin. Et les années qui se sont écoulées, parce que maintenant nous sommes déjà en 2020, c'est juste pour dire que plusieurs stratégies ont été mises sur pied. Il y a l'offre des services, bien sûr, au niveau des formations sanitaires, que nous appelons l'offre des services cliniques. Donc, les clientes ne sont pas des malades. Hein. Les clientes vont au niveau de formation sanitaire, elles sont prises en charge en rapport avec leurs besoins de planification familiale. Et là, directement, je tiens à parler, comme aujourd'hui nous sommes vraiment face au grand public, de savoir que la planification familiale n'est pas la contraception seulement. Il y a aussi le désir de maternité qui est là, parce que partant de la définition que j'ai donnée, si quelqu'un désire avoir des enfants, donc on doit l'aider justement à avoir ses enfants. Alors avec le plan stratégique que nous avons élaboré, nous avons mis tous les différentes composantes de la planification familiale sur pied, et c'est ainsi que la population bénéficie au niveau des formations sanitaires, comme je le disais, mais aussi à la stratégie d'offre des services où nous amenons le service à la porte de clientes. Donc on amène au niveau de la maison pour les clientes. Là, c'est la stratégie de distribution à base communautaire. Et à ce jour, parlant de la prévalence contraceptive, avec les résultats de l'enquête de Mix, ça nous donne déjà, nous sommes à 18%. Et ça montre vraiment qu'on a vraiment atteint presque notre objectif qui était à 19%. Voilà. L'objectif presque atteint, mais voilà. Encore des défis certainement à relever. Depuis le mois de janvier de cette année, le monde entier pratiquement est touché par la pandémie de Covid-19. Est-ce que cette situation a eu de répercussions ou un impact sur l'offre de services de planification familiale en RDC? La planification familiale, comme on le disait, c'est un besoin qui est là. Mais la pandémie de Covid a touché tous les systèmes. Que ce soit économique, c'est une pandémie qui a terrassé le monde dans les différents systèmes. Et la santé a été touchée. Parlant de la santé sexuelle et reproductive aussi est touchée. Et là, il y a deux tendances dont je vais parler ici. Nous avons d'abord l'utilisation de services, donc les formations sanitaires, qui a vraiment diminué. Voir vraiment les clientes qui se déplacent, aller vers les formations sanitaires pour aller chercher les services, vraiment on a remarqué une diminution. Vous êtes sans ignorer que tout le monde pense qu'en allant vers les prestataires des soins, médecins ou infirmiers, on pense se faire contaminer de la Covid-19. Mais il y a une autre information qui passe par rapport à la remontée des données que nous avons dans notre système d'information sanitaire, le DHS2. Nous avons remarqué aussi qu'il y a l'augmentation d'utilisation des services, mais au niveau des prestations communautaires. Donc, les acteurs communautaires que nous avons mis dans la communauté ont vraiment ont plutôt offert beaucoup de méthodes contraceptives. Pendant cette période de Covid. Donc le besoin s'est fait sentir surtout qu'il y a eu ce confinement où les gens étaient renfermés chez eux. Nous savons aussi qu'entre parenthèses, le taux même de violence sexuelle, on dit, a augmenté et tout ça. Mais pour quelqu'un qui est informé, automatiquement, quand il y a cette situation, il va directement chercher aussi des services de planification familiale. Donc, on a remarqué que les prestataires qui sont dans la communauté ont offert beaucoup de services en rapport avec la contraception. Et vous avez observé cela, docteur Jean-Claude? Merci beaucoup pour la question. Je pense que, comme l'a dit docteur Alice, la Covid a eu beaucoup d'impact sur plusieurs secteurs et le secteur de la santé n'est pas resté du reste.
comme vous pouvez aussi le constater, c'est que notre système de santé lui-même avait déjà quelques faiblesses et qu'avec la situation de Covid, et donc la situation s'est un peu aggravée, si je peux dire ainsi. Par rapport à la planification familiale, ce qu'il faut noter, c'est que je voudrais d'abord commencer par saluer l'engagement du gouvernement et tous les efforts qui ont été fournis par le Programme national de santé et de la reproduction pour essayer de minimiser l'effet de la Covid sur les services de planification familiale. Il y a tout un bon nombre de directives qui ont été prises par le ministère de la Santé pour répondre à la situation. Et ça a été pris très rapidement. Et l'engagement de tous les partenaires qui ont travaillé sur ce document, qui a produit en fait comment continuer à offrir les services pendant cette période. Et je pense que les statistiques que partage Dr Alice sont effectivement dues au fait que des stratégies ont été mises en place très rapidement. Déjà en mars-avril, il y a 2 réunions, des discussions qui ont permis à ce qu'on développe avec le programme national, avec l'implication de tous les partenaires, des directives sur comment maintenir les services pendant cette période. Les défis étaient d'abord de garantir la sécurité des prestataires, garantir la sécurité des clientes, continuer à communiquer sur la planification familiale dans les communautés à travers tous les moyens qui pouvaient être disponibles, mais aussi et surtout maintenir l'approvisionnement. Parce que vous savez, par exemple, il y a eu des confinements, par exemple de la Gombe, il y a des dépôts qui sont de ce côté-là, et donc il y a possibilité que les sites puissent entrer en rupture de stock. Parce que pendant cette période qu'il y avait confinement, beaucoup d'entrepôts qui vendent des consommables et ainsi de suite, toutes ces choses se retrouvaient du côté où c'était confiné. Le grand marché était fermé. Et donc tout cela devait avoir absolument un impact. Et il y a eu ce travail qui a permis d'anticiper, de faire en sorte que les sites soient approvisionnés à temps, de faire en sorte que les sites aient des consommables, de faire en sorte que les prestataires soient rassurés. Et il y a des organisations locales qui ont contribué avec la distribution de masques. Donc toutes ces stratégies ont permis à ce que l'on puisse continuer à offrir les services malgré la Covid. Très bien, nous nous sommes rendus à la maternité de Kitambo. Nous avons rencontré des prestataires de services. Ils nous parlent de l'offre de services de planification familiale, notamment pendant cette période de Covid. La Covid-19 a eu l'impact au niveau des services de la planification familiale, dans le sens que pendant cette période, suite au confinement, la maternité de Kitambo, particulièrement les services de planification familiale, a enregistré beaucoup de clients, nous les appelons clients, qui sont venus solliciter l'offre de nos services, puisque la plupart des structures aussi étaient fermées suite au confinement. Et beaucoup de gens qui étaient à Gombe, maman et moi, ainsi de suite, venaient à la maternité. Comme vous le saviez bien que pendant le confinement, beaucoup de gens ne partaient pas dans leur service et les couples étaient toujours à la maison. Bon, pour éviter des grossesses rapprochées, alors devaient venir solliciter l'offre de service pour éviter des grossesses donc désirées et espacer des naissances. À vrai dire, les méthodes de contraception pour la planification familiale, ce sont des méthodes qui ont été scientifiquement étudiées. Donc ce sont des méthodes qui ne sont pas néfastes pour la femme. Mais il y a un problème. Quand vous allez vous rendre dans un service, des prestataires qui n'ont pas été formés pour cela, ils vont vous donner du n'importe quoi. Parce que à chaque méthode correspond un organisme. Vous comprenez? C'est-à-dire, si moi, je peux recevoir la pilule, cela ne veut pas dire que ma consoeur aussi va recevoir la pilule. C'est pourquoi, avant de donner la méthode, nous faisons ce qu'on dit le counseling. Nous expliquons à la femme qu'est-ce que c'est que la méthode. Et nous étalons toutes les méthodes. Elle va choisir elle-même. Donc, sans contrainte ni influence, elle va choisir. Et après, nous allons entrer maintenant en profondeur pour lui présenter la méthode qu'elle a choisie, quelles sont les conséquences et quels sont les avantages. Monsieur Kouété, vous êtes économiste de la santé, c'est ça? Alors, quel lien on peut faire entre la planification familiale et le développement, par exemple? Merci beaucoup pour la question. Donc, comme vous venez de le dire, la planification familiale, c'est une intervention très cruciale
parce qu'on a parlé, il y a par exemple la mortalité maternelle. Et les évidences indiquent que lorsqu'on investit dans la planification familiale, on est en mesure de réduire d'environ 30% la mortalité maternelle. Et la RDC, c'est l'un des pays où les ratios de mortalité est les plus élevés. Aujourd'hui, les études indiquent qu'on est autour de 643 décès pour 100 000 naissances. C'est vraiment très énorme par rapport aux engagements des cibles au niveau des objectifs de développement durable. C'est vraiment très très crucial. Et nous avons fait un costing par rapport à savoir les services qui sont fournis au niveau des structures sanitaires, même au niveau communautaire, qui remontent au niveau de DHS2, donc la base de données nationale. Qu'est-ce que ça donne comme résultat en termes d'avortements évités, en termes de mortalité maternelle évitée, en termes de décès des enfants évités. Et donc, pour revenir, c'est que il faudra déjà savoir que $1 investi dans la planification familiale donne environ $120 en termes de bénéfices sociaux, économiques et sanitaires. Et donc, un seul dollar que vous investissez, ça vous rapporte $120 en termes de retour sur investissement. Et donc, lorsqu'on ramène ces chiffres au niveau du plan stratégique de planification familiale multisectorielle, dont on a parlé, qui arrive déjà à échéance cette année, et donc, en termes de bénéficiaires, lorsqu'on prend les intrants et l'appui au système, on est autour de $12 par bénéficiaire. Et les $12, lorsqu'on les ramène à $120 dont je vous ai parlé, vous voyez déjà les gaps que ça donne en termes de bénéfices. Et lorsqu'on rapporte, parce que le plan stratégique national, le coût est d'environ 144 millions de dollars américains. Et lorsqu'on voit ces 144 millions par rapport à $12 rapportés par dollar investi, on est autour de 17 milliards en termes de bénéfices que l'investissement dans la planification a rapporté pendant la période de mise en œuvre du plan stratégique, c'est-à-dire 2014-2020. Et ensuite, il y a aussi la question des dividendes démographiques, parce que la population congolaise aujourd'hui, nous avons 46% de la population congolaise à moins de 15 ans. Donc c'est des jeunes. C'est des jeunes sur lesquels il faut investir aujourd'hui. Et s'ils sont informés, s'ils sont au courant de ces méthodes, c'est-à-dire que lorsqu'ils seront responsables, ils auront un comportement beaucoup plus responsable par rapport à la planification en termes de nombre d'enfants qu'il faut avoir par ménage. Et donc, on a fait un costing par rapport à ça, en utilisant le modèle d'MDIV, ODD, fait par les Nations Unies. Objectif du développement durable. Oui. On est autour, en termes de bénéfices, c'est-à-dire, lorsqu'on investit et dans la planification familiale, et dans l'éducation, et dans la promotion de l'emploi, les bénéfices qu'on rapporte, dont on a fait un modèle 2018-2058, on essaie de voir si on agit seulement sur la PEF, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme résultat en termes de produit intérieur brut par tête d'habitant. Et donc, si on n'intervient pas dans la PEF aussi, qu'est-ce que ça donne? Et on est autour des dividendes qu'on pourrait avoir autour de 8% du produit intérieur brut. C'est-à-dire, si on investit, si on n'agit pas sur la PEF, jusqu'en 2058, on est autour d'un PIB qui est de $977. Mais si on intervient et dans la PEF, et dans l'éducation, et dans la promotion de l'emploi, et dans l'assainissement de l'environnement, on est autour de 1057. Ça fait une différence de 8% comme dividende qu'on récolte par rapport à l'investissement dans la planification. Et donc, c'est vraiment très crucial par rapport au développement socio-économique. C'est très intéressant ce que vous dites. Le sénateur Matata Pogno, il a même fait une très belle présentation lors de la conférence à laquelle nous avons fait allusion tout à l'heure, la conférence nationale, la 4e édition sur le repositionnement de la planification familiale. Sa présentation portait sur le lien entre l'émergence et la planification familiale. Nous allons juste suivre un extrait sur l'émergence en lien avec la planification familiale. Les chemins de l'émergence
n'est pas un boulevard. Sinon, tout le pays serait développé ou émergent. En plus de la paix, nous devons nous rappeler que l'émergence que nous recherchons ne peut se faire en l'absence de sacrifice, de la discipline, de la rigueur, de l'ordre, d'organisation, du travail assidu, d'éthique et de la morale. Tous ces éléments sont donc indispensables pour que l'émergence s'invite et que le développement s'obtienne. Pour finir, nous allons parler de l'inclusivité de la croissance, de l'émergence et de la planification familiale. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour atteindre ces objectifs, les efforts doivent porter tant sur l'augmentation de la croissance, de la production que sur la planification familiale. Nous sommes pertinemment conscients, en effet, qu'une croissance démographique non maîtrisée risquerait de constituer un facteur de blocage. Les projections démographiques indiquent que d'ici 2030, la population congolaise pourrait se doubler et qu'en 2050, la RDC pourrait compter 260 millions d'habitants. Par contre, des actions combinant l'éducation des jeunes, la prise en charge en matière de santé, la promotion de l'utilisation des services de planification familiale peuvent ralentir significativement ces tendances haussières. Le ralentissement de la croissance de la population, conjugué à l'amélioration du capital humain et de la gouvernance, aura des effets bénéfiques sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté. À cet effet, il faut des engagements fermes du gouvernement pour réduire la prévalence contraceptive et les bénéfices tirés de l'investissement de la planification familiale qui pourront servir à investir davantage dans les secteurs clés de l'éducation, de la santé et de l'habitat. Docteur Guy Moussamba, vous êtes le coordonnateur du comité technique multisectoriel permanent de planification familiale. Juste un mot sur la mission du CTMP. Le CTMP, c'est, comme vous l'avez dit, c'est le comité technique multisectoriel permanent pour la planification familiale. Pour la petite histoire, ce comité a vu le jour lors de la deuxième conférence nationale sur le repositionnement de la planification familiale. C'était l'une des grandes recommandations que l'on puisse créer ce cadre de concertation de toutes les parties prenantes en planification familiale qui interviennent ici en République démocratique du Congo. Et ce n'est qu'en 2012 que ce comité a pris corps. Et en 2015, il y a un décret loi qui a été signé par le Premier ministre Matata Ponyo, oui, à l'époque, donnant ainsi une certaine forme juridique à ce comité. Et c'est depuis 2015 que le comité technique multisectoriel permanent pour la planification familiale existe officiellement et juridiquement en République démocratique du Congo. Et ce comité a pour rôle, comme je l'ai dit, c'est un cadre où toutes les parties prenantes en planification familiale se retrouvent et a pour mission première de mobiliser les ressources pour la planification familiale. Vous venez d'entendre ou d'écouter le discours, ou disons l'intervention de M. Dieudonné sur le retour sur l'investissement. Alors, il faut aussi comprendre que cet investissement-là doit être fait par la République démocratique du Congo, par son gouvernement. Alors, le comité ici, technique, a pour mission principale d'amener le gouvernement congolais à investir. Et nous sommes là pour voir dans quelle mesure accompagner le gouvernement par l'entremise du ministère de la Santé, voir comment l'accompagner dans la prise de décision pour l'investissement dans le secteur de santé et beaucoup plus
avec focus dans la planification familiale. Et ça, c'est l'une des grandes missions. Et aussi, une autre mission, c'était de voir, parce que nous avons un grand pays, au niveau africain et même au niveau mondial, la prévalence contraceptive de notre pays, en 2009, était aux environs de 8%. Alors, il était question que nous puissions relever ces défis-là au niveau international pour que nous puissions au moins remonter cette prévalence contraceptive à un niveau acceptable. Et voilà pourquoi, lors de la mise en place du plan national stratégique à vision multisectorielle pour la planification familiale, et ce plan-là a tout mis en œuvre, a planifié pour que nous puissions ramener cette prévalence de 8% à 19%. Et Dr Alice vous a dit que, d'après les résultats des dernières enquêtes mixtes, montrent que nous sommes aux environs des 19. C'est qu'il y a un travail en amont qui a été fait par toutes les parties prenantes à travers ce comité qui a été mis en place. Mais 18%, peut-être acceptable, mais est-ce que c'est suffisant? Il y a encore beaucoup de travail à faire. N'oublions pas que la RDC, c'est un pays continent. Généralement, quand nous participons à des conférences internationales, c'est vrai, il y a des pays il y a des pays comme des pays voisins. Nous avons des pays qui ne représentent même pas une province de la RDC. Avec ces provinces-là, facilement, vous pouvez voir les indicateurs aussi avancés, mais il faut quand même reconnaître les efforts du gouvernement en rapport avec les différents appuis, les différents plaidoyers qui ont été menés pour qu'on puisse atteindre ces résultats. Les efforts du gouvernement, notamment la création d'une ligne budgétaire pour la planification familiale, mais également au niveau provincial. Docteur Guy, je pense qu'il y a eu quand même quelques avancées. Ouais. Au niveau de la province de Kinshasa, comme vous le savez, Kinshasa, c'est la capitale du Congo et pratiquement c'est le miroir de la République. Et à ce point de vue-là, nous devions en principe redorer ce blason-là et travailler avec le gouvernement provincial, ce qui a été fait. Et je dirais qu'actuellement, nous avons un leadership fort au niveau de la province, de la ville-province de Kinshasa. Et nous avons actuellement un ministre, disons une ministre, madame la ministre, qui est très attentionnée à cette problématique, à la problématique de la planification familiale, parce qu'elle est avec nous dans tout ce que nous sommes en train de planifier au niveau du comité technique multisectoriel. Et sa présence a boosté beaucoup de choses au niveau de la planification familiale ici, dans la ville-province de Kinshasa. Parce que, comme vous le savez, nous avons été, c'est vrai, le décret avait été signé, et à la même année, le gouvernement provincial qui était en place avait procédé à l'installation du CTMP. Mais juste après cette installation, il y a beaucoup de propositions qui avaient été faites, mais il n'y avait pas vraiment d'engagement du gouvernement provincial. C'est le gouvernement actuel qui booste un peu les choses et qui a fait que nous puissions obtenir cette ligne budgétaire au niveau de la province de Kinshasa. Et non seulement l'obtention de la ligne budgétaire, mais on a eu quand même à allouer un montant considérable. Ça fait que Kinshasa puisse aussi être compté parmi les provinces qui ont une ligne. Ça, c'est vraiment un gain considérable. Et Kinshasa, c'est parmi les provinces où le CTMP est présent, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a encore quelques provinces de la RDC où on ne retrouve pas le CTMP. C'est aussi un défi. Nous avons 14 provinces où nous avons des CTMP fonctionnels. Et sur les 14, nous avons 6 provinces où nous avons des lignes créées. Mais
il y a toujours... Oui, il faut allouer des fonds, il faut décaisser. C'est encore plus important, puisque vous faites mention de la ministre. Elle s'est aussi exprimée. Elle a parlé de l'implication de la ville de Kinshasa dans la planification familiale. On l'écoute. En tant qu'autorité politique, la planification figure parmi les priorités sanitaires de la ville de Kinshasa. Et nous devons aider notre population à avoir accès aux contraceptifs dans les services. En tant que femme dans la planification familiale est très importante. Elle contribue à l'amélioration de la santé de la femme et à l'autonomisation et à l'épanouissement de la femme. Ainsi, la femme peut contribuer elle aussi au développement de sa communauté, de son pays. Mon implication dans la planification familiale, c'est dans le budget du gouvernement provincial de la ville. On a introduit une ligne budgétaire pour l'achat de contraceptifs. Le défi à relever, c'est le décaissement qui est en cours pour l'achat des contraceptifs. Mais le défi majeur, c'est le contexte Covid-19. Planification familiale, très important. On a parlé du retour sur investissement. Mais comment est-ce que la population elle-même peut se sentir vraiment impliquée dans les questions de la planification familiale, docteur Jean-Claude? Je vais prendre des termes simples qui sont connus, en commençant par le fait que le bénéfice de la planification familiale, au-delà de ce retour sur l'investissement, il y a d'abord les questions de santé. La santé pour la famille, la santé pour la femme et la santé pour la communauté. Vous savez, lorsqu'on parle de mortalité maternelle, ça voudrait dire qu'il y a des femmes qui meurent et qui laissent leurs enfants. Il y en a qui restent tout petits et aujourd'hui on parle de phénomène enfants de la rue. Lorsque vous essayez de comprendre le processus qui a conduit ces enfants à aller dans la route, vous allez dans la rue, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, le fait que ces enfants aient perdu leur maman tôt, est une aussi des causes. Ça voudrait dire que la planification familiale, en réduisant les décès de mères qui mettent au monde leurs enfants, réduit aussi ce phénomène, avec toutes les implications que vous avez sur la sécurité, sur donc tout ce que vous pouvez avoir sur la salubrité de la ville. Et donc tout ça, c'est un retour sur investissement très important. Mais au-delà de tout ça, vous avez d'abord pour la vie même des enfants. Vous savez, lorsque on n'est pas dans un pays où on vous paye sur base du nombre d'enfants que vous avez, on parle souvent des allocations familiales dans le salaire, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas plus de 10 000 francs. Et lorsque vous avez plus un couple ou un ménage a de personnes à prendre en charge et que les revenus n'augmentent pas, il y a donc le même revenu. Si c'était un seul pain, c'est le seul pain que l'on va diviser à 2 enfants. Lorsqu'ils deviennent 3, on les divise au même pain. Lorsqu'ils seront 8, on divise le même pain. Et en ce moment-là, lorsque vous avez 2 enfants et que vous divisez ce pain et que le voisin en a 8, il divise le même pain, donc nous avons presque le même salaire, mais moi j'ai 2 enfants, toi tu en as 8, et donc ça demande d'efforts supplémentaires. Et la conséquence va se manifester sur le fait que vous avez des problèmes de malnutrition dans le pays, aussi qui sont liés à cela. Le rôle de la planification familiale, c'est que la planification familiale vient nous apporter, c'est de rendre chaque couple ou chaque individu capable de décider du nombre d'enfants qu'il veut avoir, mais aussi en tenant compte de revenus. Parce que vous savez, il y a des personnes qui décident d'avoir plus d'enfants. On en a vu. Même quand on était tout jeune, parfois on dit, moi je vais avoir 12, moi je vais avoir 8. Mais parfois on ne sait pas les implications de cette décision que l'on prend. Et c'est le rôle, le docteur Alice a parlé tout à l'heure de la communication dans la planification familiale. C'est le rôle d'apporter des informations à la communauté pour que la communauté prenne des décisions qui sont éclairées. La communauté a d'ailleurs tendance à croire qu'avoir beaucoup d'enfants, c'est un signe de richesse. Avant, lorsque vous regardez les communautés qui considéraient avoir beaucoup d'enfants comme un signe de richesse, c'était lorsque ces communautés vivaient de la terre. Ils faisaient de l'agriculture, ils faisaient de la chasse, ils faisaient de la pêche.
Et lorsque vous avez plus d'enfants, et parfois il y en avait même qui pensaient qu'ils vont aller faire la pêche, ils vont aller faire l'agriculture, ils vont aller faire les champs, et ils vont rapporter la production. Donc, les activités sont déjà là tout de suite. Exactement, tout naturellement. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce niveau-là. La situation a beaucoup changé et beaucoup évolué. Et qu'avoir beaucoup d'enfants aujourd'hui, et même quand vous les avez qui ont étudié, il y en a même qui se sont efforcés pour les faire étudier. Est-ce qu'il y a du travail pour tout le monde? Et donc, c'est juste pour dire que la planification familiale ne vient pas empêcher les gens en fait d'avoir beaucoup d'enfants. Non. La planification familiale ne dicte pas aux personnes, aux Congolais, combien d'enfants ils doivent avoir. Non. La planification familiale vient, premièrement, pour dire, vous devez tenir compte de vos revenus, de vos besoins, et surtout décider, si vous êtes en couple ou si vous êtes seul, de quand vous voulez avoir ces enfants. Et en ce moment-là, vous les avez, et vous prenez toutes les dispositions pour soutenir leur enfance, leur croissance, ainsi de suite. Alors, en ce moment-là, ces enfants vont être importants pour le pays. On ne peut pas développer ce pays avec des enfants qui naissent par hasard. Ça va être très difficile et très compliqué. Parce que c'est des enfants qui, lorsqu'ils naissent, ils ne trouvent aucune préparation pour les accueillir. Le gouvernement n'a pas pris disposition pour les accueillir, la famille n'a pas pris disposition pour les accueillir, la société tout entière n'a pas pris disposition. Et par conséquent, on le trouve dans la rue, on le trouve dans les marchés, on le trouve dormant dehors. Parce que nous n'avons pas de capacité pour les soutenir. Et donc, il est très important que les couples, que les individus, que toute personne ait l'information sur la planification familiale et sur la contraception et décide sur base des informations crédibles, basées sur les évidences, de quand et de comment ils veulent avoir des enfants. Et surtout combien. La planification familiale, on peut dire qu'elle a toujours existé d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, on met plus d'accent sur les méthodes de contraception moderne. Et on sent quand même une certaine réticence parmi la population, peut-être des gens qui n'ont pas été en contact avec l'information, qui pensent que et qui disent que les méthodes contraceptives modernes comportent des conséquences, notamment sur la santé de la mère. Docteur, vous êtes expert en la matière. Peut-être que c'est l'occasion de donner la bonne information. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de la planification familiale et particulièrement des produits qui sont utilisés pour obtenir cette planification familiale. En fait, il faut d'abord commencer par, j'aime bien le dire, que les produits qui sont utilisés pour la planification familiale, ce ne sont pas des bonbons, ce ne sont pas des biscuits, ce sont des médicaments. Et ces médicaments ont été validés par l'Organisation mondiale de la santé. Et la RDC est membre de cette organisation. Et lorsque l'Organisation mondiale de la santé valide, le ministère de la Santé, à travers ses organes, dont le PNSR et les autres qui travaillent dans la gestion des produits pharmaceutiques, valident les méthodes qui sont adaptées pour la RDC. Ça veut dire qu'il y a un check à tous les niveaux pour permettre à ce que ces méthodes soient décidées. Ce n'est pas quelqu'un qui se réveille et dit « désormais on va injecter tout le monde ou on va donner des pilules aux gens ». Non. Ces produits suivent, et je pense que le docteur Alice qui est chargé de qualité de PNSR va revenir là-dessus, suivent tout un processus de validation. Et sur base de cela, lorsque le produit arrive, les produits sont donnés à la communauté selon une prescription, si je peux appeler ça comme ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, il y a des produits que vous pouvez utiliser seuls en urgence. Par exemple, lorsque vous avez besoin d'un préservatif ou quelque chose comme ça. Mais les autres produits, vous devez du moins consulter un prestataire. Lorsque nous parlons d'un prestataire, nous ne parlons pas d'un médecin. Nous ne parlons pas d'un infirmier. Nous ne parlons pas d'une sage-femme. Nous parlons de quelqu'un qui sort de cette catégorie, mais qui a bénéficié d'une formation spéciale sur comment prescrire les méthodes contraceptives et comment assurer le suivi de tout ce qui peut y avoir comme des petits effets secondaires et tout ça. Et j'aime toujours comparer. Nous prenons parfois la quinine ou les autres produits. Parfois, il y a des gens qui disent oh, « j'ai un peu mal à l'oreille », des choses comme ça. Mais c'est passager. Le plus important, tu guéris de la malaria et bon, tu peux continuer tes activités. C'est la même chose. Lorsque vous avez consulté un prestataire formé, il a la possibilité de vous donner des informations et nous insistons souvent dans les formations que les prestataires donnent les informations complètes pour permettre à la cliente de choisir, mais le prestataire a la responsabilité d'évaluer la cliente par rapport à ses problèmes préexistants. Il peut avoir le diabète, il peut avoir un autre problème de santé. Toutes ces choses vont guider le prestataire à dire que cette méthode te va le mieux ou telle autre ne te va pas le mieux et ils peuvent trouver une attente autour du choix de la cliente pour que la cliente commence à utiliser les produits.
Et donc, le ministère de la Santé assure ou rassure de la qualité des contraceptifs qui sont mis à la disposition de la population. Exactement. Les contraceptifs sont déjà dans la liste de médicaments qui ont eu aussi l'autorisation des mises sur marché. Donc, ça ne se fait pas au hasard, comme Dr Jean-Claude venait de le dire. Le problème qui arrive, il l'a bien dit, ce sont des rumeurs. Les rumeurs, c'est parce que par moment, la population ou les clientes s'adressent peut-être à la mauvaise personne. Nous sommes là, nous sommes médecins, il y a des médecins ici, mais tout le monde n'est pas gynécologue. Mais on a des notions. Et il y a certains qui, tout simplement étant prestataires, infirmiers ou sages-femmes, se permettent d'offrir la méthode. N'oublions pas aussi qu'il y a je prends là une autre dimension, c'est en rapport avec la vente des médicaments. Il l'a bien dit, ce sont des médicaments. On retrouve ces contraceptifs dans les pharmacies. Et il y a certaines maisons de vente qu'on peut appeler pharmacies, mais il y a d'autres, vraiment, ce sont des boutiques. Et ceux qui sont en train de vendre sont des vendeurs. Ils n'ont pas qualité. Ce ne sont pas des pharmaciens. Et quand les clients viennent, ils vendent vraiment comme clients, comme des arachides ou des bonbons. Et avec ça, ces personnes qui prennent ces méthodes, qui n'ont pas eu l'information chez la personne qui a qualité de donner un counseling, parce qu'il y a un counseling qui s'est fait avant l'utilisation de la méthode, et là, c'est là que ça rappe. Nous savons qu'il y a un certain problème. On sait que la plupart des méthodes sont utilisées par les femmes. Oui. Jusque-là, il n'y a que des préservatifs que les hommes utilisent et la méthode chirurgicale où on va couper le cordon spermatique. Donc là, on parle de la vasectomie. Ce sont les seules méthodes jusque-là chez l'homme. La plupart des méthodes, des médicaments, que ce soit les comprimés, les injectables ou autres, ce sont les femmes qui les utilisent. Mais il y a une certaine habitude chez les femmes. Quand vous avez utilisé une méthode, vous venez m'en parler. Et moi, directement, je pense que je peux utiliser la même méthode. Dr Jean-Claude l'a dit, ça dépend d'un individu à l'autre. Nous n'avons pas les mêmes antécédents médicaux. Nous avons hérité d'un patrimoine génétique de la famille. Donc, on peut appartenir à une famille diabétique, cardiopathe, mais il y a aussi l'environnement qui peut changer. Donc, je suis là, j'ai des habitudes alimentaires qui font venir apparaître certaines maladies, et par rapport à cela, telle ou telle autre méthode peut être utilisable chez moi, donc je peux être éligible ou pas. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, comme nous sommes ici, je préfère directement parler à toutes celles qui sont en train de nous suivre, que ce soit les hommes et les femmes, parce que dans l'utilisation de services de planification familiale, pour la continuation de l'utilisation de services, nous aimons l'implication de l'homme. Nous ne voulons pas écarter l'homme. Que ce soit une femme qui est célibataire ou que ce soit un couple, nous savons que les enfants et tout, ça se fait à deux. Alors, par là, je vais directement donner l'information que c'est très important quand vous avez besoin d'utiliser un service de planification familiale et particulièrement les méthodes contraceptives, d'aller dans un centre de santé où on a intégré les services de planification familiale. Et par là, nous avons le logo. Il y a le logo rouge qui passe derrière aux écrans, derrière nous. Vous voyez les logos rouges là. C'est quand vous voyez un centre de santé, on a mis ces logos là. Il y a l'offre des services. Et là, nous avons des prestataires formés qui offrent un service de qualité. Et là, nous avons les contraceptifs qui sont dans la liste des médicaments pour la RDC. Très bien dit, docteur. Une question me vient en tête et je pense qu'elle est très importante. Qui doit s'impliquer dans l'investissement, dans la planification familiale, monsieur Dieudonné? Oui, merci de la question. Comme on l'a dit tout à l'heure, le gouvernement de la RDC a pris des engagements au niveau international par rapport au financement de la planification familiale. Et lorsqu'on prend les pays tout autour de nous, par exemple le Gabon, la Tunisie, la Namibie, le Botswana et tout ça, c'est des pays où environ 90% ou 99% de financement, c'est des financements publics de l'État, des financements internes. Et donc, le reste, peut-être 1%,
c'est la part extérieure. Mais la situation est vraiment, en RDC, c'est l'inverse. Donc en RDC, les services de santé sexuelle et reproductive, y compris la PEF, c'est financé à presque 93% des sources extérieures, seulement 7% des sources internes. Et les 7% là, ça proviendrait seulement que des ménages. Et donc vous voyez les gaps qu'il faut combler. Nous, le ménage, nous contribuons voilà, les fortement. ménages contribuent pour beaucoup. Oui. Et les plaidoyers, il faut que le gouvernement puisse inverser cette tendance-là. Parce qu'aujourd'hui, avec des fonds globaux, par exemple Gavi pour la vaccination, il y a le Fonds mondial, on exige du gouvernement des co-paiements, des cofinancements. Parce qu'une contribution du gouvernement. Parce que s'il n'y a pas ces co-paiements, les partenaires menacent d'arrêter les financements. Et ça fait bouger les gouvernements par rapport à ça. Et nous aimerions que cela soit aussi le cas pour la planification familiale. Parce que compte tenu des bénéfices dont on a parlé, des évidences, de l'importance d'investir dans la planification familiale, il faudra que le gouvernement prenne cela à bras le corps, prenne vraiment ses responsabilités en termes de financement de la PEF. Parce qu'aujourd'hui, avec la pandémie de Covid-19, les économies, les pays qui nous aident à financer dans la planification familiale sont pleinement touchés par la crise. Et donc, on pourrait avoir des problèmes dans le futur d'avoir des financements et des financements extérieurs. Et la PEF risque d'être parmi les orphelins. Donc, les plaidoyers, c'est qu'on discute aujourd'hui au niveau du gouvernement de la question en rapport avec la transition de l'aide au niveau international. Qu'on fasse shifter la part des financements extérieurs, que le gouvernement fasse vraiment des efforts pour réduire davantage la part des financements extérieurs. Parce que sinon, nous risquons d'avoir des problèmes dans les jours à venir pour trouver des moyens nécessaires pour financer la planification familiale. Et c'est entre autres d'ailleurs la mission du CETMP qui doit vraiment s'activer pour mobiliser toutes ces ressources. Comme vous l'avez entendu, donc nous au niveau du CETMP, nous sommes en train de nous activer pour que le montant qui a été alloué au niveau de cette ligne-là puisse être décaissé. Nous connaissons la crise avec la pandémie de Covid et comme vous le savez au niveau national, il y a la croissance qui avait été projetée à 4,1 et après ce que nous connaissons avec la Covid, on a réduit cette croissance à 1,1. Et donc, c'est pour dire qu'il y a au niveau, disons à tous les niveaux, même au niveau budgétaire, au niveau national comme au niveau provincial, on est appelé à revoir. On est appelé à revoir toutes les prévisions budgétaires. On a eu à démontrer noir sur blanc ici que la Covid n'a pas seulement frappé des tissus économiques, je ne sais pas comment, mais aussi au niveau de la planification familiale. Et s'il y a des domaines où ils peuvent privilégier en maintenant les lignes budgétaires telles qu'elles ont été votées au niveau législatif, ce sont ces lignes budgétaires-là de lignes pour achat contraceptif. Ça, c'est la première des choses. Et de faire de sorte que nous puissions décaisser cet argent avant que le budget ne tombe en annulation. Parce que, comme vous le savez, le cycle budgétaire, au niveau provincial ici, d'ici octobre, ça serait déjà la fin de l'année budgétaire. Ça, c'est au niveau de Kinshasa. Et nous, au niveau de Kinshasa, ça, je peux déjà le dire, ce que nous sommes en train de voir, avec cette crise de Covid, c'est vrai, il y a des petits problèmes pour renflouer les caisses, mais nous devons réfléchir. Comment aider nos décideurs à avoir de l'argent? Parce que l'argent, il y en a. Et nous, au niveau du comité technique multisectoriel, le CETMP, nous ne travaillons pas seulement avec le gouvernement, mais je parlais en termes de parties prenantes. Nous avons aussi les secteurs privés. Okay. Donc, et nous sommes en train de voir dans quelle mesure mettre en danse les secteurs privés pour financer, pour peut-être venir en aide au gouvernement par rapport à ces gaps-là. Je vous remercie, vous tous.
Dr Guy Moussamba, coordonnateur du comité technique multisectoriel permanent de planification familiale ici au niveau de Kinshasa. Ouais. Dr Alice Mboui, vous êtes du programme national de la santé de la reproduction, qui est un programme spécialisé du ministère de la Santé. Vous vous occupez donc de questions de la santé de la reproduction. Dr Jean-Claude Moulunda, représentant pays de IPAS International, nous l'avons dit. IPAS, c'est une ONG internationale partenaire du gouvernement congolais en matière de la santé de la reproduction. Monsieur Dieudonné Kouété, merci pour cette présentation. Merci pour toutes ces explications par rapport au retour sur investissement qui est très important dans la planification familiale. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.